Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Frédéric Dussert, Bonjour. notre chirurgien. Merci pour tout en tout cas, Fred, Avec plaisir. de te rendre disponible pour nous. Je sais que ton temps est précieux, donc vraiment merci parce que je rappelle que tu es chirurgien, tu officies du coup à la clinique Saroc, l'Institut de la main. L'Institut de la main. Donc voilà, et en tout cas, c'est un honneur pour moi et notre communauté de te recevoir sur notre chaîne. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à poser des questions pour la prochaine vidéo avec Fred, où on parlera peut-être de l'épaule, encore une fois, du coude, enfin, je sais pas, de la main, on verra. Sur la main, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de se faire ça une fois par mois ou tous les 2 mois, en fonction de tes disponibilités. En tout cas, nous, on est toujours ravis de te recevoir sur notre chaîne. Fred, moi, j'ai des questions à te poser. C'est quoi les blessures les plus récurrentes que tu trouves, du coup, en chirurgie, pour les pratiquants de sport? Alors, pour les pratiquants de sport, sur on va dire les accidents, après il y a les pathologies chroniques, mais ça va toucher plutôt des sujets plus âgés. Chez les sujets jeunes sportifs, on a 2 types de traumatismes très fréquents. Ce sont les fractures du radius. Donc, le radius, c'est l'os qui est à la base de l'avant-bras. Sur l'avant-bras, on a 2 os. Le radius et le cubitus qui s'appelle également l'ulna. 2 os qui s'articulent avec un mouvement unique dans le corps humain, qui est un mouvement de rotation du radius autour du cubitus. Et l'os le plus fragile, c'est le radius. Le cubitus, il va se casser isolément, par exemple sur les mécanismes de défense. On en a reçu un cette semaine, une attaque à la batte de baseball. Chez un type pourtant très très balèze, il a mis l'avant-bras, le cubitus s'était cassé près du poignet. Mais ça reste exceptionnel. La première fracture, et de loin, c'est la fracture du radius. C'est peut-être même la fracture la plus fréquente de toutes les fractures du corps humain, en tout cas dans les premières en statistique. Et puis la deuxième, qui est plus traître, parce que le diagnostic est malheureusement souvent décalé, c'est la fracture du scaphoïde, du sujet jeune. Et nous, on dit qu'un traumatisme sans diagnostic chez un sujet jeune au niveau du poignet, c'est une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire une radiographie normale du poignet n'exclut pas la fracture du scaphoïde. D'accord. Même avec de l'imagerie? Oui, alors même avec des radios standards. D'accord. C'est-à-dire la radiographie standard, on peut passer à côté du scaphoïde. Donc nous, on va pas hésiter à reconvoquer les sujets jeunes à J8, J10, après le traumatisme. S'il y a toujours des douleurs, s'il y a un doute, on les passe au scanner. Et là, on va voir le trait de fracture, qui des fois est quasiment invisible. Au scanner, on voit juste un petit trait noir, on sait que c'est cassé. Et c'est pas déplacé. Alors en général, c'est parce que je sais qu'il y a plusieurs types de fractures, les fractures ouvertes, les mottes de beurre qu'on appelle, les bois verts, etc. C'est quoi la fracture qu'on retrouve le plus régulièrement? Alors, motte de beurre, bois vert, c'est les fractures essentiellement de l'enfant, je ne parle même pas de l'adolescent. C'est des fractures qui consolident bien. Motte de beurre, on met une petite attelle en moi, ils consolident tous. L'attelle a juste un intérêt contre la douleur. Une motte de beurre qu'on ne va pas soigner, elle va guérir quand même. D'accord. Et puis chez l'adulte jeune, on va avoir des fractures plus ou moins complexes. Alors la complexité ne vient pas du déplacement. Une fracture très déplacée peut être simple. Elle va faire très mal, certes, mais elle peut être simple. La complexité, elle va venir du fait que le trait de fracture va aller dans l'articulation et ne va pas rester, par exemple, au-dessus du poignet. Il peut y avoir des explosions du poignet, du radius distal, notamment dans les accidents à haute énergie, essentiellement en 2 roues. D'accord. En trottinette, on en voit aussi maintenant. Là, il se rattrape, en fait, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on tombe, alors idéalement, il faudrait tous qu'on sache comment tomber, c'est-à-dire la chute de judo classique pour amortir l'énergie. Le problème quand on tombe souvent, c'est qu'on veut s'arrêter et on met une seule main. Et là, toute l'énergie de ton corps, avec plus ou moins l'énergie de la vitesse de ton véhicule, va s'accumuler sur un seul os. Donc, il explose. D'accord, ok. Et quand on frappe, du coup, parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent, voilà, moi, coach, quand je frappe à répétition, je ressens une douleur vive, des douleurs des fois qui sont totalement différentes de l'une à l'autre. Est-ce qu'on a des explications sur le sujet? Est-ce que toi aussi tu as noté quelque chose peut-être de particulier? Oui, alors ça peut être parfois pas des syndromes de fracture de fatigue, mais si on persévérait, ça pourrait en être. C'est-à-dire que c'est l'impaction osseuse qui fait ça. Il se crée un œdème osseux. Au niveau du poignet, on n'a pas de fracture de fatigue. C'est plutôt réservé à la cheville, au quart inférieur du tibia. D'ailleurs, je vous invite à regarder un documentaire qui est sorti sur Conor McGregor où on voit sa fracture. Et moi, j'ai compris ce qui s'était passé, puisque l'orthopédiste lui fait une IRM. Sur l'IRM, on voit un œdème du quart inférieur. Et ça signe qu'il allait très certainement se casser. L'os, il tapait tellement souvent
que l'os est finalement cassé. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, le médecin, pour toi, il aurait peut-être dû essayer de faire décaler le combat, selon toi? Peut-être. J'ai pas tous les éléments. Hein. J'ai juste vu une IRM vite fait. J'ai vu une imagerie. Mais parce que le traumatisme, il est minime. Hein. Il met le pied en arrière et ça casse. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, il y avait eu des coups. Oui, il y a eu des milliers de coups avant et puis il y a eu beaucoup de coups pour la préparation. Et ça casse un os juste avant la fracture de fatigue, c'est une brindille. Hein. Alors, ce qui est incroyable, c'est que lui, pour le coup, on va faire juste une petite parenthèse sur ça, mais lui, en fait, on le voit, il est capable encore de s'exprimer, l'adrénaline, etc. On le voit qu'il arrive encore à taquiner son adversaire, alors qu'on a déjà vu ce type de fracture et les mecs, ils se hurlaient. Théoriquement, c'est très douloureux. Après, la tolérance à la douleur, elle est très variable d'un patient à l'autre. Ce qui crée surtout la douleur, c'est le stress. C'est le stress transmis. Par exemple, avec des enfants, c'est typique, le gamin ne se plaint pas trop, la maman commence à pleurer, à hurler, le gamin hurle. Voilà. Il y a aussi la culture qui compte. Il y a des peuples qui peut-être ne souffrent pas moins, mais l'expriment moins. Et puis la détermination, l'adrénaline, toutes les substances qui peuvent faire qu'on n'a plus de douleur. Moi, j'ai vu des accidents très graves. J'ai des types qui ne branchaient pas. Hein. Des doigts amputés, des choses graves. Hein. Ah oui, non, mais c'est assez particulier. Et du coup, comment ça se passe donc en fonction, je suppose, de la problématique qu'on va rencontrer, de la pathologie du coup qu'on a créée. Voilà. C'est quoi la réhabilitation? Qu'est-ce qui va faire qu'on va mieux récupérer? Donc pour les deux fractures les plus fréquentes, donc le radius distal et puis le scaphoïde, on va commencer par le radius distal. Moi, quand j'ai appris mon métier il y a plus de 30 ans, bientôt 30 ans, on les opérait avec des broches. Donc les broches, c'est simple, hein, c'est une tige en fer droite et on les met dans l'os. Ça n'a pas une très bonne stabilité. Ça se déplace, les broches bougent, ça fait des douleurs. On a commencé ensuite à mettre des plaques. Et depuis une quinzaine d'années, il y a eu, on peut dire, une révolution en termes d'ostéosynthèse. Hein. L'ostéosynthèse, c'est le fait de redresser un os et de mettre du matériel. Ce sont des plaques verrouillées. Tout le monde voit ce que c'est qu'une vis. Il y a une tête de vis. Maintenant, les têtes de vis sont filetées. Et quand on visse, la tête de vis se bloque dans la plaque. Et donc, on a une résistance mécanique qui est démultipliée. D'accord. On a des petites plaques maintenant qui font 2 mm d'épaisseur, qui sont anatomiques, donc qui épousent complètement la forme de l'os. C'est du titane. Des fois, les gens s'inquiètent, me disent si je retombe dessus, et je leur dis si vous retombez dessus demain, vous ne bougerez pas la plaque, par contre, vous allez casser au-dessus de la plaque. La plaque est plus solide. Donc les radius, avant, on les plâtrait, c'était long. Maintenant, moi, je les opère. Je leur mets une petite attelle comme pour une entorse. Je leur montre 2-3 mouvements d'auto-rééducation pendant un mois. Je les revois au bout d'un mois. J'enlève l'attelle. S'ils sont un peu raides, on les envoie chez le kiné. Mais si je devais opérer un combattant, au bout d'un mois, il peut reprendre presque le sparring. C'est sûr qu'il peut y aller. Hein. D'accord. Ça ne passera rien. Hein. Le titane, l'os ne sera pas encore soudé, mais le titane ponte la zone de fragilité le temps de la consolidation. Il y a combien de temps le titane pour qu'il soit soudé à peu près? Alors, un os, la biologie ne change pas beaucoup. Simplement, le titane renforce l'os et évite son nouveau déplacement le temps de la consolidation. D'accord. Donc un os, c'est solide à 2-3 mois, disons. D'accord, ok. Mais à un mois, l'année dernière, j'ai opéré une jeune femme très très sportive qui s'est cassé le radius. Elle a été opérée pas très loin de notre clinique avec des broches, tout s'est déplacé. Bon, elle voyait bien que ça n'allait pas. Elle est venue me voir un mois après. J'ai tout enlevé, j'ai recassé, j'ai fait une greffe, j'ai mis une plaque. Je l'ai revue un mois après, tout était soudé. D'accord. Elle avait une compétition de VTT, je lui ai dit vous y allez, il ne va rien se passer. J'étais sûr du coup. Elle a fait la compète à fond. Parce que tu sais, souvent on a cette un peu... Alors, en fait, souvent on dit, quand j'ai été blessé, le fait de reprendre peut-être l'entraînement un peu trop tôt, est-ce que ça ne va pas être contre-productif? Donc c'est des questions souvent, tu sais, qui sont, que les gens se posent. Est-ce que ça ne va pas être contre-productif peut-être de reprendre... Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça dépend de l'enjeu en fait. Si tu es professionnel... Il faut y aller, sinon la carrière peut s'arrêter, etc. Après, l'amateur, il est des fois aussi très très déterminé. La preuve avec cette jeune femme. Donc en fait, on s'adapte. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir mal du tout. Quand on reprend un peu tôt, on va avoir un peu plus mal. D'accord. Mais il y a des gens qui s'en fichent, ils veulent juste faire du sport. Donc je leur dis jusqu'où ils peuvent aller, dans la contrainte, dans le nombre d'heures. Et globalement, il ne s'est jamais rien passé d'ailleurs. J'ai jamais regretté. Oui, d'avoir dit allez-y. D'avoir recommandé une pratique, de reprendre la pratique sportive. Et d'ailleurs, la pratique sportive, souvent, on les assouplit, donc ils font leur rééducation en même temps. J'avais des quesons, donc je vais te les poser. Après, il y aura le scaphoïde, ça c'est très important. Oui, on va le montrer. Salut, alors c'est Alexis qui nous dit salut, petite question sur les poignets. Quels sont les signes permettant d'évaluer la gravité d'une blessure au poignet et de savoir si un tendon est touché? Alors,
les lésions du tendon, c'est sur des plaies. D'accord. Voilà, globalement. On peut avoir une tendinite, mais ça c'est un problème chronique. Mais une lésion d'un tendon, le tendon c'est ce qui fait suite aux muscles. On voit là sur l'avant-bras, on a des muscles, et puis on a des tendons en blanc. C'est ça le tendon, c'est ce qui fait mobiliser l'articulation. Pour toucher un tendon, globalement il faut une plaie qui va couper le tendon. Alors c'est simple, les plaies, on va les résumer. Une plaie doit être systématiquement explorée. C'est-à-dire on fait une anesthésie locale, on écarte et on va regarder au fond. Si on ne voit pas bien, on va au bloc opératoire et on fait les choses de façon avec un garrot, une bonne anesthésie. Il n'y a pas de plaie qui... Des fois j'entends normalement c'est bon. Ça c'est pas une réponse normalement. D'accord, ok. Alors, on doit savoir si le tendon est touché. Et cliniquement, un tendon coupé, disons à 50%, ça fonctionne toujours. C'est comme une corde. Oui. Il reste 50%. Alors nous on a des petits signes. Par exemple, je me fais une plaie du poignet, contre-résistance, j'ai du mal de plier le pouce. S'il y a une douleur contre-résistance, c'est peut-être que j'ai une atteinte partielle. Bien sûr, si j'ai une plaie du poignet et que je ne peux plus bouger du tout le pouce, le tendon il est complètement coupé. Donc là, c'est chirurgie. Et en général, les plaies au poignet sont très graves parce qu'il y a beaucoup de nerfs qui passent, surtout c'est sur la face antérieure du poignet. Nous, on le voit dans 2 situations. C'est les gens qui tapent volontairement dans des vitres. Ça, c'est un drame. Il ne faut pas taper dans les vitres. Si on est énervé, soit on va faire du sport, on va faire du MMA, on se défoule, mais on tape pas. Je le dis, quand tu as le nerf radial, le nerf et tout qui est touché, c'est foutu. Le nerf médian, il est 2 mm sous la peau. Hein. C'est une catastrophe. Ça. Puis il y a plein de tendons. Il y a une vingtaine au moins de tendons autour du poignet. Hein. Donc le tendon, il faut explorer sa plaie. Il n'y a pas de petite plaie. La petite plaie, elle l'est une fois qu'on est certain qu'il n'y a rien d'abîmé. Donc en gros, il faut une fracture ouverte presque pour avoir une lésion du tendon. Alors c'est assez rare. La fracture ouverte, son pronostic va surtout être lié à une infection potentielle parce qu'il y a une communication entre l'extérieur et l'intérieur. Donc les bactéries peuvent rentrer. Mais au niveau du poignet, même les gros fracas ouverts, alors là, c'est des accidents assez graves de défenestration, etc. C'est rare que ça s'infecte. Contrairement à la jambe. Fracture ouverte de jambe, c'est une catastrophe. Hein. C'est ce qui est arrivé au fils de Gérard Depardieu. Il a une fracture ouverte qui s'est infectée et il a perdu la jambe. C'est une des premières causes d'amputation du membre inférieur, les surinfections de fracture ouverte, mais au membre inférieur. D'accord. Je te pose encore une autre question que j'ai eue. Monsieur 04, ils ont des noms extraordinaires. Hein. Merci monsieur pour le contenu. Toujours intéressant et enrichissant. Question pour la FAQ, vidéo sur les traumas. Quelle est la meilleure façon de traiter l'épicondylite en règle générale? Merci par avance et force. Alors l'épicondylite, c'est l'inflammation des tendons au niveau du coude. Il y a l'épicondylite latérale et la médiale. On va parler de la latérale, la médiale est exceptionnelle. Parce que la médiale, j'ai jamais eu un athlète qui l'a... Ouais, c'est très très rare. C'est plus sur les moments répétitifs, maladie professionnelle, on va dire. L'épicondylite latérale, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est exceptionnellement chirurgical. Voilà. D'accord. C'est médical. Le médical, ça va être l'adaptation de l'activité physique, la récupération, l'hydratation, etc. Il va y avoir de la rééducation, et maintenant on a les ondes de choc. Donc si je devais dire le premier truc à faire, c'est les ondes de choc chez un kinésithérapeute qui est appareillé avec cette machine-là. Ondes de choc, si ça résiste, on passe aux infiltrations. On peut mettre de la cortisone. Maintenant, on injecte le PRP, c'est un peu à la mode, le PRP, plasma riche en plaquettes. On prélève votre sang, on le met dans une machine, ça centrifuge. On récupère la magic sauce au-dessus, et puis on va l'injecter au contact du tendon. Il y a des, a priori, c'est en évaluation, ça encore. Est-ce que tu as noté des résultats avec ces nouveaux protocoles? J'entends beaucoup parler de la PRP. Moi, ce que je vois, l'évolution sur 30 ans, c'est que j'en opère 10 fois moins. D'accord, carrément. Ouais, j'en opère que quelques-uns par an. Ça reste exceptionnel. Ah oui, carrément. Ouais, exceptionnel. C'est des gens qui ont tout fait, qui n'en peuvent plus. C'est que les maladies professionnelles. Hein. Oui, ça empiète vraiment sur leur quotidien. Ce n'est pas seulement sur la pratique sportive. Ah non, c'est tout. Ils ne peuvent plus soulever un verre. Ils ont tout fait. Donc là, on va les opérer. On va faire une plastie d'allongement. En fait. On allonge le tendon, pour résumer. D'accord. Ensuite, donc, quand, imaginons, je me casse le poignet, hein, voilà. Toi, tu dirais que les chocs, donc pas l'entraînement, hein, je ne parle pas de faire des mouvements, mais les chocs, par exemple, à répétition, hein, surtout que nous, tu as vu, en MMA, par exemple, on a des gants qui sont beaucoup plus fins hein, que ce que tu pourrais retrouver en boxe anglaise. Tu recommanderais quoi, toi, comme pratique? Parce que, pour la petite information, on tourne cette vidéo aujourd'hui, et on vient d'avoir l'annonce de Cédric Doumbé,
qui malheureusement s'est blessé au poignet, visiblement. Alors on n'était pas au courant tous les deux, je viens de te l'apprendre. Ouais, mais donc il ne pourra pas malheureusement combattre je crois que c'est d'ici une dizaine de jours, un peu plus de 10 jours, tu vois. Moins que ce soit vraiment pas grand chose, mais 10 jours c'est impossible. Ouais, parce que le médecin visiblement lui a dit, alors j'ai pas le diagnostic, voilà. Mais donc il dit qu'il peut plus bouger le poignet, etc. Mais alors, je sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est vrai que ça peut s'aggraver, et si ça s'aggrave, malheureusement, des fois tu mets du temps après à revenir à la salle et tu peux le traîner, surtout les extrémités. C'est ça. Alors le problème du MMA, par exemple, par rapport à la boxe, c'est que la boxe, globalement, on a le poignet qui est dans l'axe. Les seuls accidents qu'on voit à la boxe, moi j'en ai vu, c'est des gens qui verrouillent pas le poignet, ils tapent et le poignet fait ça. Et ils peuvent se faire des entorses très graves. Alors, une entorse, c'est pas quelque chose de bénin au niveau du poignet. On dit toujours c'est une entorse, c'est pas grave, ça c'est faux. Il y a des entorses très graves. L'entorse que tout le monde connaît dans le corps humain, c'est la lésion du ligament croisé au genou. Ça, c'est une entorse. On a cassé le ligament, il faut se faire opérer. Au poignet, c'est pareil. On peut se faire des lésions ligamentaires sur un coup mal donné. Le poignet n'est pas verrouillé et se plie. En MMA, comme il y a du grappling, etc., on peut se faire des torsions du poignet. Alors, les clés de poignet, globalement, moi, j'en ai jamais vu sur les vidéos. Il y en a un peu un jus dessus, mais c'est rare. C'est dur à passer parce qu'il faut attraper que la main. Et même, comme on a les bandages, c'est beaucoup plus dur de passer en combat. Plus dur. Donc, globalement, les torsions. Mais sur les chutes, on peut avoir des lésions graves, surtout, par exemple, sur un single leg. On peut pas faire de chute type judo. On est bloqué et on tombe. Donc là, il faut soit tomber sur la main, soit le coude, soit l'épaule, et on peut se blesser à tous les niveaux. Ouais, et ça arrive souvent à l'entraînement, je te cache pas, parce que comme je te dis, comme il y a des bandages durs, enfin, entre guillemets durs, qui sont faits par des professionnels dans les grandes organisations, c'est plutôt rare de se faire mal au poignet, ça arrive plus au niveau des doigts. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, par exemple, des fois, tu vas tourner avec un individu, l'individu tombe de tout son poids, même quand toi tu le projettes, il tombe de tout son poids sur ton poignet. Ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Ça peut casser. Et on peut se faire un scaphoïde, sans vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire, on tombe, j'ai eu un peu mal, on finit l'entraînement, on finit. C'est ce qu'il dit, lui. Il dit qu'en fait, il avait un peu mal, et après, derrière, le lendemain, il ne peut plus bouger. Ouais, c'est peut-être un scaphoïde. D'accord. Alors, je vais imager, je ne sais pas si c'est... Oui, alors ça, c'est une image c'est un scanner. En fait, on avait fait un scanner pour cette fracture du radius distal. On voit l'os qui est tout en haut de l'image. Il y a un trait noir qui sépare en deux. Donc ça, c'est le radius. Et l'os en dessous, c'est-à-dire l'os le plus à gauche, qui a une petite forme un peu de haricot, comme ça. On voit un trait noir. Ce petit trait noir, c'est une fracture. Ça, c'est 100% de chirurgie. D'accord. Si on n'opère pas ça, surtout que c'est du mauvais côté du scaphoïde, le scaphoïde, 1, ne va pas se souder, et 2, le petit os au bout du scaphoïde, ce qu'on appelle le pôle proximal, il va nécroser. Et là, c'est un poignet qui est foutu, qui est arthrosique en 5 à 10 ans. D'accord. Et donc, un poignet arthrosique, on ne fait plus de sport, on ne fait plus grand-chose. Tu veux dire qu'en fait, là, il n'y a aucun moyen, si on ne passe pas dans le bloc opératoire, de récupérer à 100% ses capacités. Moi, je dis jamais. Oui, non, mais bien sûr. C'est exceptionnel. Voilà, on ne va pas prendre une personne qui a une force à nature, voilà, il récupère. Les scaphoïdes, alors ces fractures du pôle proximal, il faut toutes les opérer. Après, on a les fractures plus classiques du milieu du scaphoïde. Moi, je donne le choix aux patients, et les médecins des urgences avec lesquels on travaille en collaboration, dont le docteur Carême qui était venu ici. Oui. On donne toujours le choix. Nous, on n'est pas violent. On dit, voilà, soit vous partez pour 3 mois de plâtre. 3 mois. Et puis, il y en a 30% qui ne vont pas consolider, qu'il faudra greffer, et là, on reprend 6 mois à peu près. D'accord. Soit je vous mets une petite vis, en ouvrant le poignet sur 2-3 mm, on glisse une vis qu'on garde à vie, une petite vis en titane, avec un double filetage différentiel. C'est-à-dire que quand on met le deuxième filetage, ça comprime la fracture. D'accord. Et là, on est à, je ne vais pas dire 100%, mais on est à 99% de consolidation et des suites beaucoup plus simples. Il n'y a pas de plâtre. Moi, je les revois au bout d'un mois avec une petite attelle et je les envoie ou travailler ou faire du sport. D'accord. Alors, je sais que tu m'as passé une autre image. Là, tu peux nous expliquer. Oui, alors ça, c'est une fracture du radius distal. Il y a plein de petites photos à droite. Bon, on ne les regarde pas, on regarde que celle de gauche et on voit la déformation du radius distal. On voit l'inclinaison. C'est incroyable, là. Le poignet qui part en arrière. Et on a une déformation assez classique qu'on appelle en dos de fourchette. On a vraiment le... Ça, tu penses qu'il s'est rattrapé, qu'il est mal tombé ? Oui, ça, c'est des chutes sur la main. C'est des chutes sur la main. C'est classique, ça. Et des fois, il ne faut pas beaucoup d'énergie. Si toute l'énergie va dans le radius, ça casse. D'accord. Et des fois, on a les deux, donc radius plus scaphoïde. Par contre, j'ai pas l'impression je ne vois pas s'il y a une fracture là ou si c'est un déplacement. Alors, ça, c'est cassé, c'est déplacé. D'accord, ok. Il y a un déplacement d'environ 30 degrés. Ah oui, là, complètement. Ouais, c'est parti en arrière, là. Et alors, le fait que ça soit encore plus déplacé, est-ce que ça n'a pas d'incidence ? D'accord, ok. Voilà, mais ça, c'est important de savoir. Si c'est très, très, très déplacé. Oui, non, mais je me doute bien. Moi, j'ai reçu des gens qui avaient la main à côté de l'avant-bras.
Alors l'os n'est pas sorti, mais oui, voilà, là, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça attend pas le lendemain parce que les nerfs sont étirés, l'artère, oui, complètement. Il faut tout remettre. Mais si la fracture est au-dessus de l'articulation, en fait, pour résumer les fractures, c'est valable pour pas mal d'endroits, il vaut mieux par exemple une fracture au milieu d'un segment, même très déplacé, qu'une fracture même peu déplacée dans l'articulation. Parce que dans l'articulation, il y a le cartilage. Et si on a un décalage des fois de 2 mm, ça suffit à créer de l'arthrose, c'est-à-dire à la destruction du cartilage par cette cicatrice articulaire. Et après, comment si admettons, parce que des fois, tu sais, ça arrive régulièrement, hein, surtout l'ancienne génération, les gens ne se documentaient pas, et tu sais, on faisait un peu le no pain no gain, donc on continue à s'entraîner dessus. Après, derrière, effectivement, on va souffrir d'arthrose. Qu'est-ce qu'il faut faire si j'arrive à ce stade-là que moi, je ne consulte pas les médecins, parce que moi, je ne suis pas un exemple, malgré que je le fais, que je vous connaisse. Je ne suis pas le plus grand exemple des gens qui consultent, Fred non plus. Mais qu'est-ce que tu nous recommandes? Comment on fait après derrière? Alors, s'il y a de l'arthrose, c'est une évolution irréversible, c'est-à-dire que le cartilage s'est dégradé. Alors, il y a des fois des arthroses très bien tolérées. Parfois, sur un traumatisme, on fait une radio, il n'y a pas de fracture, et on voit une énorme arthrose. Et on dit aux gens, vous avez mal sur cette articulation-là? Sportif ou pas, certains nous disent, je n'ai aucune douleur. Évidemment, ceux-là, on ne leur fait rien. On ne soigne pas une radio, on soigne quelqu'un qui souffre d'une pathologie. L'arthrose, il va falloir adapter les activités. Des fois, immobiliser la nuit pour mieux tolérer les activités du jour. Faire des infiltrations, et après, il y a la chirurgie de l'arthrose du poignet. D'accord. Avec des chirurgies où on va souder certains os entre eux. On appelle ça une arthrodèse. On soude les os entre eux. Et parfois, on soude tout le poignet. C'est-à-dire que ton poignet ne bouge plus. Il fait ça, il fait les marionnettes, mais il ne fait plus ça. Et il fait plus le... D'accord. Mais un boxeur, prenons l'exemple d'un boxeur, on lui soude tout le poignet, il n'a plus de douleur, il frappera peut-être beaucoup plus fort qu'avant. D'accord. Parce qu'il n'a pas besoin de la mobilité du poignet. On va lui mettre le poignet raide. Et il aura une massue, quoi. Par contre, ça dévantagerait peut-être un lutteur. Oui, mais après, on s'adapte. Hein. Il y a des métiers ou des activités où on va proposer... Moi, j'ai opéré l'année dernière, je crois, un entraîneur de MMA, un gaillard. Hein. Et il avait une arthrose du poignet liée à un accident qu'il a été de 15 ans. Il avait 45 ans. Et j'ai fait une soudure partielle du poignet. D'accord. Donc, il a gardé 30 degrés. Mais il a pu tout reprendre. Il était très content. Oui, parce qu'après, jusqu'à une certaine amplitude, ça n'a pas une incidence significative. Surtout, il n'avait plus de douleur, donc il pouvait s'entraîner, parce que la douleur, quand tu ne peux plus rien faire. Hein. Et surtout qu'après, quand tu arrives à un certain âge, plus ou moins, tu te dis, c'est pas grave, de toute façon, tu ne concours plus, donc tu n'as pas de... Voilà. Mais c'est toujours super intéressant d'échanger avec toi sur ces sujets, parce que c'est des vidéos qui manquent, mais dans le sport en général, je parle. Se faire éduquer, se faire expliquer de façon physiologique, anatomique, mais c'est toujours, franchement, c'est toujours très pertinent. Fred, merci en tout cas pour... C'est déjà fini. Moi, j'adore transmettre ce que je sais. Hein, non, mais franchement, c'est top. On se retrouve, nous. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions pour la prochaine vidéo. J'ai répondu la dernière fois, je répondrai à toutes. Là. On en profitera. Alors, réponds pas à tout, histoire qu'on puisse avoir du contenu pour la prochaine vidéo. Mais sur le poignet, disons, sur les questions de ce qu'on va voir. Et après, derrière, les amis, ce qu'on fera, n'hésitez pas surtout à nous mettre des sujets. Je sais pas, peut-être les doigts le prochain coup, parce que c'est des choses qui arrivent régulièrement. La main, les métacarpes, les doigts, il y a plein de choses à savoir. Ça, c'est des éléments que je pense qu'il va falloir qu'on aborde. On avait déjà les entorses, on a abordé déjà le sujet un peu avec Adrien. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Et je vous dis merci encore à tous pour la force. Merci à toi, Fred, c'est toujours un plaisir. C'est un honneur de te recevoir. Merci de nous accorder ton temps. Et on vous dit à très bientôt, les amis.